Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 21 janvier 2023 dans le signe du Verseau. Avant de commencer, sachez que vous pouvez télécharger la fiche récapitulative de cette vidéo. Il y a pas mal de petites choses donc je vais me servir de ces notes pour tout vous expliquer et vous allez pouvoir retrouver tout ça soit en commentaire épinglé comme d'habitude, soit en en description. Voilà. Alors, il y a pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Je vais mettre le thème juste là pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc une lune dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est quoi? C'est un signe fixe. D'accord? C'est un domicile de Saturne. Mais c'est pas le Saturne froid et sec du Capricorne, c'est le Saturne chaud et humide du signe du Verseau. Parce que tous les signes d'air sont chauds et humides, c'est leurs qualités élémentaires. Le chaud et l'humide, ça nous rappelle quelle planète? En astrologie, Jupiter. C'est-à-dire la planète bénéfique. Donc les signes d'air, dont donc les Gémeaux, la Balance et le Verseau, nous renseignent donc sur une forme d'extraversion, de chaleur et d'humidité. Quelque chose qui fleurit d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire vraiment au niveau social, ici avec le signe du Verseau. Le Verseau, c'est également, ça c'est dans l'astrologie indienne, un domicile de Rahu. Rahu, c'est le nœud nord. Il y a un petit côté atypique avec le Verseau, un petit côté progrès technique, technologie, il y a un côté aussi médecine dans le Verseau qu'on oublie souvent, et puis il y a toute cette faculté d'intuition et d'improvisation dans les domaines reliés à la science, à la musique, au langage en fait, et à l'astrologie. Des petites choses comme ça qu'on pioche dans l'astrologie indienne et qui viennent nous servir pour comprendre vraiment les signes aussi en astrologie occidentale. À ce propos, si ça vous intéresse de connaître ou de vous former en astrologie indienne, n'hésitez pas à cliquer juste ici, c'est ma chaîne principale sur l'astrologie indienne. Le signe du Verseau, donc, va nous être intéressant. Donc là, on est sur un Saturne aérien. D'accord? C'est, pour comprendre un signe, je le rappelle, un signe n'est qu'un territoire. Et les signes dépendent des planètes. Donc pour comprendre les signes, il faut comprendre les planètes. Donc il faut comprendre Saturne, le Saturne aérien. D'accord? Du Verseau ici. Il est beaucoup plus ouvert qu'en Capricorne. Il est beaucoup plus adaptable en Verseau. Il vient recevoir l'information, recevoir les autres sans les juger de prime abord. On est libéré, on est ouvert au monde, ouvert aux autres. Voilà un petit peu la grande énergie du Verseau. D'accord? Bien sûr, on peut être très indépendant, parce que le Saturne, c'est le grand solitaire. Donc, il y a comme ça un équilibre entre la solitude et en même temps l'accueil d'autrui. On va pas du tout tirer la tronche lorsque nous allons recevoir des gens chez nous, lorsqu'on va recevoir l'information, etc., avec le signe du Verseau. D'accord? On est ici beaucoup plus chez un Saturne progressiste que directement conservateur. Vous avez bien compris que en Capricorne, on retient l'information, on a envie que l'enseignement soit compris, récité par cœur, et puis que la tradition soit toujours opérante. Elle était là il y a 3000 ans, et on veut que 3000 ans après, elle soit toujours là. Bon. Eh bien en Verseau, c'est tout l'inverse. On vient être complètement à contre-courant de ces choses-là pour faire évoluer les choses. C'est un petit peu l'air du temps, si vous voulez, une expression qui peut être reliée au Verseau. Et puis il y a une petite forme d'irrévérence avec le Verseau pour rester dans cette forme de modernité. C'est pour ça que beaucoup d'artistes sont marqués par le signe du Verseau. Quand Rimbaud disait par exemple il faut toujours être moderne, ça c'est une qualité propre au Verseau par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette lune, elle est à 1 degré du Verseau. Quand la lune est à 1 degré, en fait dans les 3 premiers degrés, là on peut vraiment faire attention, parce que elle vient juste de pénétrer dans le signe du Verseau. Ça veut dire que les qualités propres au Verseau ne sont pas encore digérées. La lune est comme toute timide. Elle vient de pénétrer dans le signe du Verseau, donc c'est un enfant
l'enfant a beaucoup de vitalité, de l'énergie à revendre, de la vigueur, mais elle n'a pas la sagesse nécessaire pour concrétiser ses idées. Et donc, elle se retrouve, ou elle peut se retrouver un petit peu frustrée, ou dépenser son énergie un petit peu à tort et à travers. D'accord? Donc déjà, ça nous donne des petites pistes pour cette nouvelle lune. Ok. Ensuite, tout ce qui est relatif au signe fixe du Verseau. Donc, le Verseau, c'est relié à un nouveau cycle qui peut prendre du temps. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, le Capricorne, c'est le maintien des traditions, conservateur, et ensuite, il y a quelque chose qui se libère en Verseau. C'est pour ça qu'on attend tous l'ère du Verseau, comme on dit. La nouvelle lune, ici, vous voyez qu'elle est en conjonction séparante à Pluton. C'est-à-dire que Pluton, ici, est à 28 degrés du Capricorne, et la lune, eh bien, était en conjonction partile, c'est-à-dire même degré à Pluton, et ensuite, elle est passée dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est intéressant. Et ça doit être interprété. Donc la conjonction séparante à Pluton en Capricorne, qu'est-ce que ça signifie? Pluton, c'est justement cette mort-renaissance. C'est cette transformation, c'est cette énergie latente de transformation, d'accord? Et donc, nécessairement, qu'est-ce qui doit ici être transformé? Ce qui est en Capricorne. Les idées reçues, tout ce qui doit mourir en fait, c'est-à-dire les idées reçues, le pouvoir en place, l'autorité, qui peut être un peu soit trop vieille, surannée, dépassée, plus au goût du jour, qui ne s'adapte plus aux besoins des jeunes, parce que le Verseau est un signe jeune, chaud et humide, d'accord? Et puis ça peut être aussi l'image que l'on renvoie aux autres, avec le Capricorne, l'étiquette, la réputation. Tout cela doit être transformé, c'est du moins ce que témoigne cette lune qui vient d'être conjointe à Pluton et qui s'en éloigne. D'accord? C'est donc un prémisse au grand changement qui va advenir concernant la société. Pourquoi prémisse? Parce que avant que les choses se fassent, évidemment que la lune, elle n'a pas la puissance pour ça, c'est une enfant, cette lune. Il faudra attendre que Pluton transite dans le signe du Verseau. Pluton transite dans le signe du Verseau écoutez bien, du 23 mars au 11 juin. Il va rétrograder un moment pour aller en Capricorne et revenir pour s'installer pendant 20 ans dans le signe du Verseau. À partir de janvier 2024. Ça veut dire qu'il y aura un essai de changement un petit peu comme ça, entre mars et juin 2023, très important, ce Pluton. Et ensuite, il y aura un retour en arrière, de juin à janvier, et en janvier 2024, là on s'installe pendant 20 ans pour des révolutions, quelque chose de fort contre l'autorité établie, contre des gouvernements, contre ce qu'on nous impose, contre aussi tout ce qui peut être relié à des industries, en Capricorne, tout ce qui peut être relié au commerce, à la sécurité matérielle, à l'image et à comment on se montre, et aussi comment on construit et bâtit les choses, parce que Saturne c'est l'architecte. Donc tout ça, ça va être mise en branle, vous avez bien compris. Premier passage de mars à juin, des balbutiements, et en janvier 2024, pendant 20 ans, ça va être la grande période très intéressante. Cette nouvelle lune, elle active ce Pluton qui va changer les choses. Cette nouvelle lune, elle est, on va dire, elle passe le témoin, ici, à Pluton. Donc c'est très intéressant comme époque, comme période que nous vivons là. Avec ce Pluton qui va transiter dans le signe du Verseau. Je rappelle que la dernière fois, ça a été le roi qui a été décapité. 1789. Donc on verra ce qui va se passer lorsque Pluton rentrera dans le signe du Verseau. Peut-être qu'il ne se passera rien en France, mais en tout cas,
rien ne dit qu'il ne se passera rien dans le monde. Donc évidemment, c'est à suivre de près ce Pluton qui va transiter dans le signe du Verseau. Ces changements pourraient être soudains et inattendus, violents avec Pluton. Parce que Pluton est relié à Mars. Ils sont reliés tous les deux au Scorpion. Le Scorpion, ça agit de manière soudaine, inattendue. D'accord ? Donc voilà des petites choses très très intéressantes. Alors ensuite, ça c'est ce qui s'est passé juste avant la nouvelle lune. Donc évidemment cette lune qui vient d'être conjointe à Pluton, elle porte l'énergie en elle de Pluton. Et ensuite elle vient l'amener au soleil, nouvelle lune, nouveau cycle. D'accord ? Et puis évidemment les aspects. C'est-à-dire que elle apporte l'énergie de Pluton, de transformation de ses idéaux, de cette tradition, de l'autorité, de ce que l'on sait, de ce que l'on croit connaître. Elle vient avec toute cette énergie-là de transformation, et ensuite elle nous interroge sur, d'une part, ce nouveau cycle, ici avec le soleil bien sûr, en nouvelle lune, et surtout les aspects. Donc il y a 4 aspects majeurs, 2 aspects majeurs et 3 mineurs plutôt, un aspect de Jupiter, on va en parler, le sextile, un aspect trigone de Mars, il y a également un carré au nœud lunaire, donc nœud nord et nœud sud, Rahu-Ketu en Inde, et puis alors je ne vais pas en parler spécialement parce qu'il est assez lointain, mais il y a également un carré à Uranus, d'accord ? Il existe, voilà, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo pour ne pas que ce soit trop long. La Lune, elle est comment? Elle est dans quel état? Il faut toujours juger de l'état de la Lune pour comprendre un peu ses énergies. La Lune, elle est dite pérégrine. Ça veut dire quoi? Pérégrine, ça veut dire qui est au-delà de ces terres. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans une dignité, ni majeure ni mineure. Donc cette Lune, qui est pérégrine, elle va forcément dépendre de son dispositeur. Cette Lune, elle est ici en Verseau, elle a 2 dispositeurs. Premier dispositeur, Saturne, le maître du Verseau, et cette Lune, elle est dans une place forte de Mercure, donc l'almutène ici de la Lune, donc ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est Mercure. Donc nécessairement, ici, la Lune va dépendre de 2 planètes, Saturne et Mercure. Alors Mercure, c'est très simple, Mercure justement est en Capricorne, et donc elle est dans le 12e signe de la Lune, donc ça peut traduire une fuite possible dans le travail, tout simplement. Capricorne relié au travail, à la construction des choses. La 12e, c'est la maison de la fuite. On fuit quelque chose. Donc, le travail peut être un substitut à un manque. La Lune, c'est les besoins. C'est le manque. Ici. Et on va devoir retrouver une plénitude, parce que la Lune qui retrouve le Soleil, il y a quelque chose de plein dans tout cela. Donc on doit retrouver une plénitude. On manque de lumière, donc il y a un manque, et on doit retrouver une plénitude dans ce manque. C'est tout le dialogue qui s'opère dans les nouvelles lunes, très intéressant. Et évidemment, Saturne, lui, est très bien placé, parce qu'il est chez lui dans le signe du Verseau, ce Saturne. Il est en conjonction appliquante à Vénus, c'est-à-dire que Vénus vient en conjonction, part-il bientôt, à Saturne. Donc, nous pouvons nous sentir un peu seuls, la Lune pérégrine, et avoir besoin d'une figure rassurante, Saturne. Douce, cette figure rassurante, féminine, d'accord? Alors, ça peut être aussi une figure âgée, une grand-mère, le combo Saturne-Vénus. Une grand-mère ou une mère âgée, ou une mentor. Vous voyez un petit peu l'idée. Ça peut évidemment être aussi un professeur, un grand-père ou un père, mais avec quelque chose, une teinte de tendresse ici très forte. D'accord? On a besoin de ça durant cette nouvelle lune. Tout ce qui va être relatif à l'art, l'histoire de l'art, Saturne-Vénus ici, tout ce qui va être relatif à la thérapie, sont des bons remèdes, des choses agréables qui vont nous faire du bien pendant cette nouvelle lune également. C'est un bon moyen pour approfondir nos sentiments. Vénus, sentiments, Saturne, l'approfondissement de ces sentiments.
et donner de l'ancrage à cette lune bancale, parce que évidemment cette lune dépend de Saturne, Saturne est puissant, il est stable, il va donc se servir des qualités de Vénus, et la lune, bah, elle est un petit peu bancale, parce qu'elle est pérégrine. D'accord ? Voilà des petites choses hein, déjà importantes pour comprendre l'énergie de cette nouvelle lune. On peut se sentir un peu enfermé dans un groupe, c'est possible, ou se sentir emprisonné dans une relation. Donc, le dialogue peut être intéressant. Et évidemment ici, comme la Lune, elle vient de Pluton, attention à la friction. Attention à bien comprendre ce qu'il y a en profondeur chez l'autre et de ne pas partir forcément au quart de tour parce que la Vénus-Saturne, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'enfermement relationnel qui peut causer une séparation quelque part, évidemment en fonction de votre thème, des périodes que vous vivez, etc. Donc, des petites mises en garde, des petites choses intéressantes au niveau symbolique ici. Donc on a vu, au niveau du trajet de la Lune, que la Lune venait de Pluton, et le premier aspect qu'elle va faire, c'est un aspect donc appliquant, c'est-à-dire futur, à Jupiter. Jupiter, c'est la planète qui a donné le mot jovial. On l'a vu, elle est chaude et humide dans ses qualités élémentaires, comme les signes d'air, ça tombe bien. La Lune est en Verseau, signe d'air, chaud et humide, et le Jupiter est chaud et humide. Il est dans le signe du Bélier, ce Jupiter. Un signe chaud, le Bélier. Donc Jupiter, qui est déjà chaud, dans un signe chaud, donc diurne, il va donner ses qualités extérieures, externaliser ici ses qualités, ce Jupiter. Donc il va être très jovial, très porté vers l'avant, ici. Il y a un côté réussite, leader avec ce Jupiter dans le signe du Bélier. D'accord ? Donc forcément, Jupiter est très puissant ici. Il est en plus dans sa triplicité dans son terme, pour les gens qui connaissent un petit peu l'astrologie. Donc nécessairement, il est fort. Jupiter est puissant. La Lune est en sextile à ce Jupiter. C'est un aspect qui va demander un petit effort. Un petit effort pourquoi ? Pour obtenir ce Jupiter en Bélier. Ça veut dire pour avoir un côté leadership. Pour mettre en place des initiatives qui vont aboutir, qui vont porter leurs fruits avec Jupiter, la grande bénéfique de l'astrologie. Donc c'est favorable pour la réussite d'un projet avec de l'effort. Les projets vont fleurir grâce à notre capacité à nous mettre en avant, à communiquer avec force, entrain, vigueur. C'est le moment d'être un leader, comme je l'ai noté, hein, vous retrouverez tout ça dans la fiche descriptive. Donc motiver les troupes, motiver un troupeau de dépressifs, ici. C'est vraiment la grande idée. Alors attention à ne pas être trop tyrannique, alors que Jupiter ça devrait aller, mais quand même, attention à ne pas être trop tyrannique non plus ici en Bélier, ou à ne pas trop vous emporter, parce que la joie, Jupiter, elle s'élance, elle s'active très rapidement, et puis elle retombe aussi sec. Donc évidemment, ici, on peut planifier, c'est-à-dire que la Lune, on se sert quand même de cette Lune qui dépend de Saturne pour planifier des choses, et puis une fois que ces choses sont planifiées, on essaie d'y aller avec entrain, et puis si l'entrain part un petit peu, Jupiter en Bélier, eh bien on essaie de se rattraper un petit peu avec notre plan. C'est pour ça que c'est important de se faire un petit plan d'attaque. Donc voilà, c'est une invitation ici à se laisser porter par l'enthousiasme, être porté par le divin en nous-mêmes, parce que enthousiasme ça veut dire avoir le divin en nous, c'est en soi, enthousiasme c'est théos, c'est le Dieu, être porté par le Dieu en nous. Il y a quelque chose de très divin, de très spirituel là-dedans, dans l'enthousiasme. Et Jupiter, c'est la planète qui renseigne sur Dieu, sur le divin. D'accord ? Donc il y a quelque chose, et je trouve aussi d'instinctif ici, alors ça c'est très personnel, d'instinctif ici en Bélier, parce que le Bélier, c'est l'idée, on ne réfléchit pas. Et je crois que la plus grande forme de spiritualité, c'est lorsqu'on fait quelque chose sans réfléchir, mais qu'on sait que cette action est juste. Vous voyez ? C'est l'action Bélier, juste Jupiter. Action juste. Et lorsque on se fond dans notre action même, et que, tout simplement, la pensée se fond dans l'action. C'est cet état de flow, si vous voulez. Hein, on appelle beaucoup ça, c'est très à la mode aujourd'hui, le flow, la vraie méditation, c'est ça. C'est lorsqu'on fait quelque chose dans le monde,
et qu'on se fond dans cette chose. Lorsqu'on fait de l'astrologie, qu'on est totalement dans l'astrologie et que quelque chose parle à notre place. Voilà. C'est ça en fait. Cet état de Jupiter en Bélier, instinctif et en même temps spirituel. C'est l'action juste. Donc voilà la grande ambiance de cette nouvelle lune avec la lune qui est au sextile de Jupiter. Ensuite, nous avons un trigone appliquant à Mars. Alors, le Mars, il est pérégrin, il n'est pas génial. Hein. Il est pérégrin, il va dépendre de Mercure, Mercure est dans l'exaltation, donc Capricorne, de Mars. Donc, le Mars, il est pérégrin, mais voilà, il est quand même pas trop mauvais. Parce que son dispositeur Mercure est dans son signe d'exaltation. Donc, il y a une réception qui est intéressante entre Mars et Mercure. Donc, c'est d'accord. Le Mars, il peut faire des choses intéressantes, mais être pérégrin, ça veut quand même dire que les actions ne vont pas forcément apporter des fruits durables. Ou souvent, on peut être aidé par quelqu'un. Parce que une planète pérégrine, les textes des Arabes nous disent que c'est comme un voyageur dans un pays étranger. On ne peut pas s'exprimer pleinement. Donc forcément, un voyageur, il va demander de l'aide. Lorsqu'il est dans un pays étranger qu'il ne connaît pas la langue. Il va demander de l'aide. Et donc, souvent, une planète pérégrine, ça va nous renseigner sur l'aide apportée par autrui. Donc nécessairement, ici, avec Mars, je dis beaucoup nécessairement, nouveau tic de langage, Mars en Gémeaux, ça peut être tout à fait une personne entreprenante, passionnée, un homme, qui vient nous aider à apprendre quelque chose. Ici en Gémeaux, à communiquer. La communication peut être un petit peu active, un peu passionnée, on dit les choses franchement. Alors c'est un trigone, ça ira bien, ça se passera bien, ça peut faire un peu de dégâts quand même avec Mars, mais c'est pour le meilleur. Parce que on dit ces quatre vérités, Mars en Gémeaux, c'est un trigone, donc c'est quelque chose qui est favorable, puisque le trigone, d'après Jean-Baptiste Morin de Villefranche, c'est un aspect parfait. L'aspect jupitérien, par excellence. L'aspect qui, lui, ramène ça, trigone, c'est l'astrologie catholique, au XVIIe siècle, il ramène ça, évidemment, à la Trinité. Donc, l'aspect parfait. Voilà pour les petites anecdotes historiques. À ce propos, vous pouvez voir une vidéo juste ici, sur Jean-Baptiste Morin de Villefranche, et la compréhension, pour avoir une meilleure compréhension des maisons en astrologie. J'ai essayé de faire une vidéo assez passionnante, bien montée, donc allez-y si ça vous intéresse. Donc bien sûr ici, Mars en Gémeaux peut exprimer qu'on a plusieurs casseroles sur le feu, parce que les Gémeaux c'est un signe commun, c'est-à-dire qui multiplie. Donc le trigone peut favoriser l'idée qu'on peut faire plusieurs choses à la fois avec les Gémeaux ici. Voilà. Des petites choses intéressantes, ça va favoriser les échanges, la communication franche comme je l'ai dit, surtout si le but est un objectif commun. On s'harmonise ensemble pour construire Mercure en Capricorne quelque chose ensemble et on peut le faire à plusieurs. Ça c'est très très bon. Et puis enfin, le carré au nœud lunaire. Alors là, il y a deux choses. On parle très très peu des nœuds lunaires en occidental parce qu'on n'a pas de texte dessus. Sauf un petit peu Guido Bonatti, qui parle un peu du nœud sud. Bon, Volgin en a parlé un petit peu, mais on n'a pas beaucoup de choses. En Inde, on a énormément de choses sur les nœuds lunaires. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les traités classiques indiens pour comprendre la portée des nœuds lunaires, sans aller dans des fantasmes de vie antérieure ou toutes ces chimères. Donc, nous avons quoi? Nous avons ici un carré de la Lune au nœud nord. Donc on dirait, c'est très mal, c'est terrible. Pas vraiment. Pourquoi pas vraiment? Parce que en astrologie, ce que nous apprend les maîtres, William Lilly, Claude Dario, etc., c'est que le Rahu, le nœud nord, je suis en astrologie indienne, le nœud nord, il est dans l'exaltation de la Lune. Donc son dispositeur à ce nœud nord, c'est la Lune. Très intéressant. La Lune, elle aspecte le nœud nord, elle vient à son carré appliquant. Cette Lune, elle va donc aspecter son
signe d'exaltation. Eh bien, quand c'est comme ça, le carré monte d'un cran. C'est-à-dire qu'au mieux d'être un carré, c'est-à-dire un aspect martial, difficile, de lutte, de séparation, eh bien, il y a un sextile. Le sextile, c'est un aspect vénusien, harmonieux, où on dialogue. Alors bien sûr, ça va demander un effort, bien sûr, des choses qui peuvent être un peu difficiles. Alors, le nœud nord sur la Lune, il peut donner quoi? Il va donner une imagination débordante, une inquiétude débordante. D'accord? Il peut aussi amplifier ce qu'il touche, le nœud nord. Le nœud nord, il est dans le signe du Taureau. Il peut faire en sorte qu'on mange beaucoup pour combler un vide, pour la lune, nouvelle lune, pour combler un manque intérieur. Ça peut être aussi nos sens. Ça peut donner une hypersensibilité. En ce sens que nos 5 sens, je dis beaucoup de mots sens, vont être exacerbés. Donc tout ce qui est relatif au massage peut être très intéressant. Aux odeurs peut être très intéressant. L'éveil des sens. Méditer peut être très très bon ici, pour cette nouvelle lune. Donc le nœud nord n'est pas spécialement dommageable pour cette nouvelle lune, rassurez-vous. Bien sûr, on se méfie toujours un petit peu du carré des nœuds lunaires sur une planète. Parce qu'elle peut avoir tendance, quand même, à faire en sorte qu'on ne voit pas trop ce qui se passe, qu'on ne voit plus clair dans ce qui se passe. Le taureau, ça peut être relié quand même à la famille. Donc, il peut y avoir des petites confusions au niveau familial. Évidemment, tout va dépendre de votre thème natal. Et puis le nœud sud, lui, il est en Scorpion, le signe de chute de la Lune. Là, c'est beaucoup moins bon. Donc là, ça peut donner un petit peu plus de... On est plus à fleur de peau, ici. Et puis, évidemment, tout ce qui est relatif à la Lune en Scorpion, avec le nœud sud, c'est relié aux blessures, aux traumatismes. On en a déjà parlé durant la pleine Lune précédente. Donc là, ça peut évidemment nous renseigner sur des petits soucis avec ce nœud sud. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Donc la sensibilité peut être vécue de manière très forte, ça exacerbe les nœuds lunaires. Nous pouvons être amenés à nous attacher à notre sécurité matérielle, à manger de manière inconsciente pour compenser un manque de travail intérieur relatif à une blessure du passé. Donc ici, c'est le dialogue qui s'opère entre les nœuds que j'ai essayé de synthétiser. Donc ça peut apporter des difficultés dans la sphère professionnelle également, comme des non-dits, des malentendus, des rumeurs, des conflits ou un sentiment d'être incompris. Pourquoi? Parce que le nœud sud est dans la 10e de la Lune. Je reprends puisque la vidéo était trop longue. Donc l'appareil est un petit peu bugué. Donc je disais que la sphère familiale peut être un petit peu confuse, ici avec le nœud nord, et puis la sphère professionnelle peut être au sujet à des conflits, à des rumeurs, à des malentendus, à des choses un petit peu bizarres qui sont sous-jacents et qui peuvent éclater au grand jour avec le scorpion. Ça peut être des petites choses de vengeance dans la sphère professionnelle, avec ce nœud sud dans la 10e de la Lune. Enfin, les signes qui vont profiter pleinement de cette nouvelle Lune, alors bien sûr, ça va être surtout le Bélier et surtout le premier décan. Vous avez Jupiter ici, qui est donc la Lune qui fait un sextile à Jupiter, au tout début, premier décan du Bélier, ça c'est parfait. Le Sagittaire, premier décan, les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, parfait. Voilà. Ensuite, les enjeux, signes fixes, donc Scorpion, premier décan, et Taureau, premier décan surtout, et Lion, qui est en opposition et carré ici à la nouvelle lune. Et puis c'est neutre pour les poissons, le cancer, le capricorne et la vierge. Alors quand je dis profitable, c'est surtout si vous avez votre lune ou votre ascendant. On est ici dans de l'astrologie traditionnelle, s'il vous plaît. Pas de l'astrologie un petit peu moderne, un petit peu où on fait n'importe quoi avec le soleil. Bon, le soleil ne personnalise pas, n'individualise pas du tout le thème. Si vous avez votre soleil en bélier, vous prenez deux personnes qui ont deux soleils en bélier, elles ne vont pas du tout se ressembler. Vous prenez deux personnes qui ont l'ascendant en bélier ou la lune en bélier, là, il y a quelque chose qui est bien
plus intéressant et qui vient synthétiser leur fonctionnement. Voilà. Et qui, en fait, elles vont se retrouver et penser de la même façon. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, à mettre des commentaires si vous avez des questions, à liker. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.